Bien, mais écoutez, nous allons pouvoir démarrer cette session qui s'intitule Méthode avancée à l'expérimentation. Donc ça, c'était aussi une volonté du COPIL de faire un point sur les techniques avancées, du moins les techniques de pointe en termes d'analyse du matériau. Donc je vais tout de suite passer la parole au premier de nos trois intervenants, qui est Bruno Clerc, qui est chargé de recherche CNRS, qui travaille dans l'unité EcoFog en Guyane, et qui va nous parler donc de méthodes, de quelques exemples de méthodes avancées ou pas en observation et expérimentation. Merci. Voilà, donc Joseph m'avait demandé de parler de méthodes avancées. Finalement, je ne parlais pas que de méthodes avancées parce que ça me semblait intéressant de montrer d'autres méthodes et finalement on peut faire pas mal avancer certaines questions avec des méthodes peut-être moins avancées. Et puis après, pour raconter l'histoire, plutôt que de faire un catalogue de méthodes, ça me semblait intéressant de le raconter autour d'une question de recherche. Et donc moi je travaille sur le bois de tension depuis quelques années, donc je vais vous parler de ça. Alors, on va essayer d'aller vite parce que c'est assez court. Donc, les arbres, pour intercepter la lumière, ils ont eu la capacité de monter très haut grâce à leur bois. Mais pour tenir debout, ils doivent réagir, s'ajuster au fur et à mesure. Et ça, ils le font avec la création d'un bois de tension. Donc, c'est un bois qui génère des fortes contraintes qui sont capables de mettre de manière dissymétrique. Et ça leur permet de rétablir leur orientation. L'idée, c'est que si on prenait une cellule isolée pendant sa maturation, elle aurait une tendance à se rétrécir et à gonfler transversalement, enfin rétrécir longitudinalement et gonfler transversalement. Comme elle est attachée aux cellules plus anciennes, ça fait une mise en tension. Ah. Merci. Et comme ça, de proche en proche, on a une mise en compression de l'intérieur pendant que se met en place la tension à l'extérieur pour arriver à un profil général qui est de la tension proche de l'écorce et petit à petit de la compression vers la moelle. Pour rentrer déjà dans les méthodes de mesure, cette contrainte qu'on a, qui se fabrique pendant la maturation, on peut la mesurer. C'est relativement simple et ça semblait important d'en parler. Il suffit de coller une jauge sur le bois. Et ensuite, cette contrainte, on va la libérer et on va mesurer la déformation résiduelle à cette tension qui existait dans l'arbre. Ça, donc, d'un point de vue pratique, comment ça se passe? Il faut retirer l'écorce, enlever la couche liquide molle pour pouvoir coller une jauge dessus et coller la jauge. Là, j'ai présenté une jauge qui est à la fois longitudinale et tangentielle. La plupart du temps, c'est une mesure qu'on fait que dans la direction longitudinale. Et ensuite, on connecte ça à un appareil qui va transformer directement cette élongation qui se traduit par une variation de courant qui passe à travers d'un fil en une valeur de déformation. Alors, pour libérer la tension ou la compression tangentielle, on va faire des rainures dans le bois, donc tangentiellement ou longitudinalement. Et donc, on va directement enregistrer la déformation qui va être issue d'une compression en tangentielle et issue d'une traction en longitudinale. Juste pour les citer, deux autres méthodes pour faire à peu près la même chose. La méthode du trou unique qui est développée par le CIRAD, où l'idée là, c'est qu'on va mesurer la distance entre deux pointes, et puis on va faire un trou à la chignole entre ces deux pointes, et on va regarder de combien se déplacent les pointes. Et puis une autre méthode qui est un petit peu basée sur le même principe que les jauges, mais là on va planter les pointes d'index tensomètre dans le bois directement, et à nouveau donner deux traits de scie pour libérer. Ces mesures qu'on fait en périphérie sur l'arbre, on peut aussi s'intéresser au profil directement dans la grume. Donc ça, là les photos sont d'Yamamoto, mais c'est des choses qui avaient été faites au LMGC par Delphine Julien. Si on extrait une planche passant par la moelle, soit carrément l'extraire, sinon idéalement comme ici, la laisser dans son contexte du tronc entier, pour minimiser les déformations possibles, et qu'on colle des jauges sur tout un rayon de l'écorce vers l'écorce en passant par la moelle, quand ensuite on va libérer très localement juste au-dessus des jauges, on va retrouver le profil dont je vous ai parlé tout à l'heure avec de la tension en bord et de la compression au centre. Ce bois de tension, il est capable ensuite non seulement de faire des micro-ajustements tout au long de la vie de l'arbre, mais en cas d'accident majeur, il est capable aussi de générer une très forte traction sur une seule face pour arriver à redresser l'axe.
Là, en termes d'appareils et d'outils, on voit que là, on a des outils relativement simples. C'est juste un appareil photo numérique sur un pied et qui permettent ensuite, par des systèmes de cibles, de repérer, de faire le suivi d'une structure. Quand on a fait des mesures de déformation comme ça tout le long de l'arbre, on peut retracer une carte de l'arbre. Donc ça, c'est un arbre qui a été fait sur différentes hauteurs avec la méthode du trou unique. Et on voit à cœur sur la face supérieure. Donc là, c'est un déroulé sur 360 degrés des déformations mesurées dans l'arbre. On voit en rouge des très fortes tensions. Et on voit même que sur la face opposée, de l'autre côté du rouge, on a un petit croissant vert qui était quelques mesures en compression. L'arbre, dans certains cas, est capable de mettre une légère compression sur la face opposée pour optimiser le mécanisme. Quand on regarde au niveau du bois ce qui est formé, déjà macroscopiquement, avec des techniques type chloroiodure de zinc, on voit un bois de type différent qui se forme. Il y a d'autres techniques qui existent sur l'effet du reflet ou des choses comme ça, qui permettent de voir qu'on a un bois de nature différente qui a été formé pour faire du bois de tension. Quand on regarde d'un point de vue anatomique, donc là, c'est des coupes qui font 15 microns, 15-20 microns d'épaisseur, qui sont colorées soit avec de la safranine bleu alcyan, soit avec de la safranine, ça c'est du fast green. On voit qu'on a une couche de nature différente chez un certain nombre d'espèces qui est caractéristique de ce bois de tension. Et on va pas mal s'intéresser à cette couche dans la suite de l'exposé pour essayer de comprendre comment ça marche. Donc la première question qu'on se posait, c'est est-ce que cette couche qu'on observe souvent dans le bois de tension, est-ce que c'est vraiment elle qui est le moteur? Et donc on va essayer de quantifier cette quantité de couche. Alors elle s'appelle couche G parce que gélatineuse. Et essayer de voir cette quantité de couche G par rapport au niveau de contrainte. Quand on va faire une mesure de l'épaisseur d'une paroi, le problème qui se pose quand on va travailler sur une coupe épaisse, alors entre guillemets épaisse, hein, sur une coupe de 20 microns, c'est qu'on a des effets liés au fait que c'est très difficile d'être sûr d'être dans l'axe de la fibre. Et donc là, je l'ai un petit peu exagéré, mais finalement, c'est quand même souvent le cas. On n'est jamais très sûr d'être dans l'axe de la fibre. Quand on est sur une paroi épaisse, là, mon schéma est à peu près à l'échelle, c'est-à-dire que j'ai une cellule, ça fait en gros 20 microns, ma coupe, elle fait à peu près 20 microns. Et on voit que dès qu'on a un petit peu d'angle, on va avoir une très forte surestimation de l'épaisseur de la paroi et une sous-estimation de la taille du lumen. Donc pour s'affranchir de ça, il vaut mieux travailler sur des coupes fines. Donc là, du coup, c'est des techniques qui sont un petit peu plus lourdes parce qu'il va falloir passer en inclusion, mais c'est pas, enfin, ça reste très, très faisable en laboratoire. Donc l'idée, c'est que le bois est déshydraté à l'éthanol, puis il y a des échanges avec une résine d'inclusion et on va pouvoir découper, là plutôt avec des couteaux de verre ou couteaux de diamant. Là, on est sur des parois, sur des coupes qui sont beaucoup plus fines et du coup, en reprenant le même angle d'inclinaison, on voit que l'erreur est beaucoup plus faible. Un autre truc intéressant aussi de travailler sur coupe, c'est qu'on va pouvoir être plus proche de ce qu'était l'état natif. Parce qu'on se rend compte que quand on fait une coupe, il y a des effets de bord, c'est-à-dire cette fibre-là, donc elle était dans un bout de bois, on a inclus le bout de bois et on est allé voir ce qui s'est passé dans la profondeur. Et quand on regarde du bord vers et plus profond dans l'échantillon, donc là j'ai fait un petit zoom, on se rend compte qu'on a un surépaississement un petit peu artificiel en bord des parois, qui n'est pas représentatif finalement de ce qui se passe dans l'échantillon, mais qui est plutôt à l'état de surface, à l'état de la coupe. Alors c'est particulièrement vrai dans le cas de la couche G, puisque c'est l'absence de S3 qui fait qu'il n'y a plus rien pour prévenir l'effondrement côté lumen. Mais c'est des choses qui sont intéressantes à avoir en tête. On avait estimé à 60% le gonflement. Alors le problème quand on fait des coupes comme ça, par contre, c'est que comme on est sur des épaisseurs très fines, les colorants, ils ont du mal à prendre. Bon là, ce cas est un peu extrême, mais vous verrez, c'est pour la comparaison. Ici, on distingue la couche G, et quand on doit faire des mesures d'épaisseur, en fait, quand on est en face de l'ordinateur, ça pourrait suffire. Par contre, en fait, aujourd'hui, il y a des techniques, notamment au niveau du contraste de phase. Donc là, c'est la même image qui a été prise avec en lumière blanche et en contraste de phase. Et on voit qu'on arrive à vachement accentuer les contrastes et à avoir quelque chose de beaucoup plus facile à mesurer. Ou même, on va pouvoir imaginer de la détection de contours automatique. Alors en termes de résultats, ça nous a permis de mettre en évidence qu'on avait, en effet, plus on avait un bois tendu, avec une déformation de maturation élevée, plus on avait une couche G qui était épaisse, après s'être affranchi de tous ces effets dont je vous ai parlé avant. Quelque chose d'intéressant, c'est que ça se fait au détriment des autres couches, mais qu'on reste à peu près
à épaisseur de paroi constante dans les fibres de bois de tension. Deuxième question qu'on se posait, c'était est-ce que cette couche G, est-ce qu'elle est bien en tension? Est-ce que c'est la couche G elle-même qui est en tension ou est-ce qu'elle est le moteur qui va permettre à d'autres couches de se mettre en tension? Alors là, l'idée, c'était de travailler justement sur l'état de surface. Et donc, si on fait un état de surface, si on coupe des couches tendues et des couches comprimées, on s'attend à ce que ce qui est comprimé va plutôt ressortir. Et puis, ce qui est tendu va plutôt avoir tendance à se rétrécir. Donc là, on va utiliser des techniques de microscopie à force atomique. Le principe de la microscopie à force atomique, c'est qu'on va avoir une petite pointe au bout d'un levier. En gros, les tailles caractéristiques, la pointe, elle fait une dizaine de microns, et elle est au bout d'un levier d'une centaine de microns. En tête de pointe, on a des rayons de courbure qui sont l'ordre de la dizaine de nanomètres. Et par un système d'amplification, on va avec des jeux de miroir sur un laser, on va pouvoir regarder la déflexion du levier et asservir un piezo pour assurer le déplacement de l'échantillon pour rester tout le temps à déflexion constante. Et avec ce système-là, on va pouvoir faire une image de la topographie de l'échantillon à des échelles très fines. Typiquement, voilà ce qu'on observe quand on a fait cette observation sur du bois de tension à couche G. Donc là, évidemment, c'est un bois qui n'a jamais été séché pour bien s'affranchir des problèmes de séchage. Et on voit qu'on a une couche G qui a subi un fort retrait à la coupe. Retrait qu'on a envie d'affecter à son état de tension initial. En gros, là, on a une marge de l'ordre du micron. Alors là, je vous montre la technique AFM pour une utilisation qui n'est pas très standard. Là, on est vraiment dans des très grandes surfaces observées avec des très grandes marches. L'AFM est en général utilisée pour des applications beaucoup plus fines, pour aller observer plutôt des marches de quelques dizaines de nanomètres. Cet effet qu'on voyait en AFM, finalement, si maintenant je réinclus un bout de bois et que je regarde l'état de surface, l'effet de bord dont je parlais tout à l'heure, eh bien, on observe en surface, quand il n'y a pas de toute façon un léger retrait de la couche G par rapport aux autres couches, et puis dans certains cas un décollement ou pas, quoi. Mais qui est bien un état de surface. Puis quand je regarde les épaisseurs de parois, je retrouve un petit peu la même idée. Par contre, pour faire des mesures en longitudinale, ça va être extrêmement difficile, parce que c'est très difficile d'être sûr qu'on est exactement sur une demi-fibre. C'est quasiment impossible d'être parallèle aux fibres quand on va positionner le bloc dans le microtome. Et donc la mesure quantitative ne sera pas possible sur des coupes comme ça. Voilà, ça nous avait permis d'émettre certaines hypothèses sur la structure. En gros, l'idée, c'est qu'on est sur un système avec des câbles tendus. Ces câbles tendus sont dans une matrice qu'on a dit molle, on ne va pas encore trop dire ce que c'est. Et donc, si c'est des câbles, tant qu'ils sont en tension, ils se maintiennent bien rigides. Et puis, par contre, à partir du moment où la tension n'est plus maintenue, eh ben, c'est du flambement en compression, et ce qui autorise cet effet débordement vers le lumen. Alors, pour aller plus loin dans cette hypothèse, il fallait montrer que la cellulose elle-même était en tension et supportait la contrainte. Alors là, on a une grande chance en sciences du bois, c'est que la cellulose est cristalline, et parce qu'elle est cristalline, on va pouvoir l'étudier par la diffraction des rayons X. Le principe de la diffraction des rayons X, c'est que quand un faisceau X passe à travers un réseau, ce réseau va diffracter le rayon, et il va le diffracter avec un angle qui dépend de l'espace interatomique, de l'espace interplan atomique dans le cristal. Donc là, l'idée, c'était de regarder à peu près la même manip que j'ai montré au tout début. Quand je vais libérer les contraintes, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ce qu'on mesure, c'est une rétractation du réseau de cellulose qui va décaler le pic en diffraction. Et on se rend compte que cette déformation observée à l'état cristallin, à l'état atomique, c'est le même que ce qu'on avait observé, que ce qu'on observe à l'échelle macroscopique. Maintenant, pour voir comment tout ça se met en place, on a essayé de suivre la mise en tension de la cellulose pendant la fabrication de la paroi. Donc là, l'idée, c'est d'aller faire des shoots à différentes positions. Donc pour ça, il fallait avoir accès à un rayon tout petit. Donc là, on est sur un rayon qui fait 5 microns. Donc 5 microns de diamètre, ça va nous permettre d'avoir
presque une centaine de spots en partant de l'écorce, traversant le cambium et en allant jusqu'au bois mature pour suivre toute la maturation de la paroi et regarder ce qui se passe. Alors, en fait, le pointeur ne marche pas, c'est dommage. Sur le diffractogramme, on voit qu'il y a différentes tâches. Là, j'ai noté celle qui s'appelle 004. Ça correspond. Alors, si ma cellulose est en longueur comme ça correspond aux plans qui sont dans cette direction. Hein. Donc, c'est ça qu'on va regarder quand on va s'intéresser à l'allongement ou le raccourcissement de la cellulose. Mais on se rend compte qu'il y a aussi des plans dans les autres directions de la cellulose qui vont donner d'autres types d'informations. Et notamment, on va avoir une information sur l'orientation même de la cellulose. C'est-à-dire que si ma microfibrille elle est comme ça, ou si elle est comme ça, ou comme ça, je ne vais pas récupérer le pic au même endroit. Et donc, on va pouvoir gérer cette information aussi. Donc là, on est sur une paroi en cours de maturation. On distingue le cambium, l'apparition de la couche G. Et si on regarde justement uniquement le pic de 0,0, donc qui va pas donner, enfin qui est l'organisation des plans perpendiculaires à la longueur de la cellulose, on va voir apparaître différents pics à différents moments, et notamment on voit apparaître des microfibrilles de cellulose qui sont très très alignées verticalement quand on arrive à proximité de la couche G pendant sa maturation, et puis une fois qu'elle est installée. Ça va nous permettre aussi ensuite quand on va regarder justement cette distance interplan réticulaire dans la cellulose pendant la maturation, de différencier les celluloses qui étaient plutôt couchées des celluloses qui étaient plutôt droites, etc. dans la paroi. Et là, on voit que pour ce qui est de la contribution de la cellulose qui est dans des angles des microfibrilles petits, juste synchrone avec l'apparition de la couche G et sa maturation, on a une augmentation de la taille de la tisse. Donc, ce qui appuyait l'idée qu'on est bien sur une mise en tension de la cellulose dans la paroi dans cette phase-là. Voilà, et là, à nouveau, on a observé des déformations qui étaient du même ordre de grandeur que ce qu'on mesure sur les arbres. Donc là, on s'est intéressé à la cellulose. Maintenant, on va s'intéresser à la matrice. Quel est le rôle de cette matrice et quelle est sa nature? Une première observation qu'on avait fait il y a assez longtemps, là, c'était aussi pour vous montrer une autre technique qui est la microscopie électronique environnementale. Patrick a montré des images hier. L'idée en environnemental, c'est qu'on va pouvoir faire de l'imagerie même sans avoir le vide, et du coup, on va pouvoir être en présence d'eau. Là, sur cette image, on voit qu'on a une pellicule d'eau qui recouvre l'échantillon. C'est un bout de bois qui n'a jamais été séché. On a juste quelques vaisseaux qui commencent à apparaître. Et puis là, à partir de là, on va se focaliser sur une zone. Et puis on va modifier la pression dans la chambre pour faire évaporer cette eau et voir comment se comporte la paroi à proximité de l'eau. Et donc là, alors il n'y a pas le pointeur là. J'ai essayé de viser la cellule qui est à gauche. Ah oui, je peux faire avec la souris. On va regarder cette cellule-là, par exemple. Enfin, on pourrait en regarder d'autres, mais... Ah ben, vous l'avez vu ou pas? Ah ouais. Bon, ben non, en fait, on le voit bien sur les... Voilà, sur celle-là. Là. Et là, bon, vous avez vu la différence d'épaisseur de la paroi, là, qui est dans cette transition-là, pendant le départ de l'eau. Voilà. Et donc, ça, on l'observe sur les autres cellules aussi. Et donc... on se rend compte que, alors qu'on a de l'eau liquide à quelques microns de là, ou quelques dizaines de microns de là, on a déjà du retrait qui est très fort dans la paroi. Et donc ça veut dire qu'on a un état de l'eau qui n'est pas celui qu'on connaît quand on travaille en sciences du bois, on parle d'eau libre, d'eau liée. Là, on est sur de l'eau qui est dans la paroi, et pourtant, il semble qu'on est presque sur de l'écoulement, hein. C'est-à-dire qu'on a une eau qui est très très faiblement liée. Et donc ça nous informe pas mal sur la nature de la matrice. Et donc déjà on commençait à parler de gel, et quand j'ai parlé de gel une fois dans une conférence, il y a des chimistes qui sont venus me voir et qui m'ont dit mais si c'est vraiment un gel, c'est un truc qui est super facile à caractériser, on le saura tout de suite. Un gel, c'est une structure qui, quand on la sèche normalement, c'est-à-dire en suivant la flèche verte, en passant par la phase liquide-gaz, on a des tensions de surface qui fait qu'on a un collapse du gel, et donc on n'a plus aucune mésoporosité à l'intérieur. Alors que si ce gel, on va essayer de le sécher, mais en passant par la flèche rouge, c'est-à-dire en contournant le point critique, pour ça il faut faire une déshydratation à l'éthanol qui est miscible dans le CO2, et le CO2, on peut le faire passer par cet état supercritique, et donc contourner la ligne de transition liquide-gaz. Et là, du coup, on garde un aérogel
C'est-à-dire qu'on a, alors moi je dirais quasiment, hein, on ne sait pas trop, conservé la structure initiale, et en tout cas on n'a pas de collapse total tel qu'il était observé en séchage classique. Là-dessus, on va faire ce qu'ils appellent des isothermes d'absorption-désorption d'azote. Le principe, c'est que maintenant qu'on a cet aérogel, on va le mettre dans une ambiance où au début il n'y a rien, dans le vide, et puis on va augmenter la pression partielle en azote, et petit à petit, cet azote va se condenser sur les parois. Et donc il va y avoir toute une phase où en augmentant la pression, on va remplir une monocouche, c'est-à-dire qu'on va ajouter une molécule de diazote sur l'ensemble de la surface. Et là, avec cette quantité d'azote qui a été mise, on a une très bonne estimation déjà de la surface de notre système mésoporeux. Et puis ensuite, quand on va rajouter des couches, il va y avoir des sauts par moment, et ces sauts, ça correspond à des moments où on a bouché complètement des cavités. Voilà, et puis ensuite, ça continue. Donc là, on a fait ça sur du bois de tension qu'on a comparé à du bois normal. Et là, on se rend compte que sur le bois normal, on n'a quasiment aucun volume mésoporeux. Alors que sur le bois de tension qui a cette couche gélatineuse, on a un volume mésoporeux qui est très très supérieur. On était dans les ordres de 30 fois supérieur. On a refait la même chose sur la version xérogel, c'est-à-dire séchée classiquement. Et là, on se retrouve avec plus aucune mésoporosité dans aucun des deux systèmes. Cette distribution, il y a un moyen de calculer sur une distribution de taille de pore, c'est-à-dire qu'en fonction de en fonction de la pression, ça correspond à des tailles caractéristiques, en fonction de la taille d'une molécule d'azote. 2 minutes, ok. Et donc on arrive à avoir des distributions comme ça, où on peut caractériser le milieu qu'on a observé. Alors, ça, c'est des techniques qu'on a ensuite, comme on s'intéresse à comment la tension se met en place pendant la maturation, ça, on a mis ça ensuite. On a fait le même type de manip sur du bois prélevé tout au long de la maturation, mais ça je ne vous montrerai pas. Et après, ce qui est intéressant pour compléter ça et puis pour montrer une technique de plus, c'est en parallèle de tous ces phénomènes de structure qui se passent pendant la maturation, comment la paroi se rigidifie pendant la maturation. Donc ça, on repart sur un principe AFM, mais cette fois-ci, on va faire une excitation de l'échantillon et on va regarder l'oscillation du levier pendant la sollicitation. Pendant l'observation. Et donc là, en gros, soit je travaille je balaye en fréquence et je vais pouvoir observer des spectres de résonance, c'est-à-dire qu'il y a certaines fréquences pour lesquelles je vais avoir un maximum d'oscillation dans le contact point-échantillon. Et puis une autre technique, c'est de travailler à fréquence fixée. Et puis là, du coup, on fait des images d'élasticité. En gros, voilà les résultats qu'on avait obtenus. Ça date déjà d'une dizaine d'années. Ça a déjà été beaucoup amélioré. Par Olivier Arnoux notamment au LMGC. On distingue bien des rigidités très différentes suivant les couches et puis on arrive à imager ça avec quand on se pose pour une fréquence donnée, on voit bien des niveaux d'intensité différents. Voilà. Je ne pouvais pas ne pas dire que là je vous ai beaucoup parlé de couche G, mais qu'il y a toute une diversité de mécanismes et si la couche G est vraiment le modèle de ce qu'on trouve en milieu tempéré, quand on va en milieu tropical, finalement, elle représente plus qu'une proportion de l'ordre d'un tiers des espèces qui présentent ce truc-là. Dire que pour l'instant, de là où on en est, on a observé des espèces sans couche G qui fabriquent des contraintes au moins aussi fortes, voire plus fortes que d'autres arbres. Alors le problème, c'est que c'est fait que sur un arbre, etc. Donc il y a encore pas mal de précautions à prendre. Mais voilà, pour dire que tout ne se passe pas dans la couche G. Et pour conclure, donc là j'en ai présenté que quelques-unes, mais on voit qu'on a un panel d'outils, et puis ça s'est vraiment accéléré, moi je trouve, ces 10-15 dernières années. On a un panel d'outils énorme pour répondre à nos questions. Moi je dirais qu'il faut faire gaffe de ne pas se rendre prisonnier d'un outil, mais de rester sur des questions. Par contre, du coup, la limite de ce système, c'est quand on a une question et qu'on va chercher plein d'outils, on est toujours en limite de compétences sur chaque outil. Donc ça veut dire une bonne confiance sur les gens avec qui on va travailler. Et malgré cette confiance, c'est aussi un gros investissement parce que finalement, nos objets, dans le cas du bois, sont assez particuliers. Et en gros, sur tous les types de collaboration, que ce soit sur la partie diffraction X, sur la partie mésoporosité, etc., on se rend compte qu'on est dans des systèmes qui sont beaucoup plus complexes. Et on va être obligé de mettre le nez dans l'analyse beaucoup plus profond que ce qu'on espérait au départ en comptant sur la compétence des collègues. Voilà,
Voilà. Et après, bon, si j'ai un petit peu changé le titre pour pas dire méthodes avancées, mais méthodes ou pas avancées, c'est pour dire aussi qu'on n'a pas besoin de synchrotron pour faire avancer la science, quoi. De temps en temps, c'est super, hein, ça permet de faire avancer des trucs, mais en gros, avec un pied à coulisses et un microscope de base, il y a encore énormément de choses à découvrir en sciences du bois. Je vous remercie. Merci Bruno. Merci pour cette présentation très claire et didactique sur la compréhension de ce bois de tension et notamment de cette couche G. Alors, une ou deux questions? Oui? Vous pouvez parler un peu fort de façon à ce que... Oui. Alors, ouais. Alors, ce que je disais là, c'est que là ici, bon, en gros, tu es obligé de passer par des modèles quand tu fais des trucs comme ça. Là, par exemple, on était sur un modèle isotrope. Dans une paroi où on sait qu'on a des microfibrilles orientées comme ça, on sait qu'on est déjà complètement dans les choux. Après, sachant qu'elle est essentiellement cellulosique, cette paroi, que là, je suis sur du bois sec, hein, du coup, je vois plus la matrice, hein, elle a complètement collapsé. Je sollicite des microfibrilles dans la direction longitudinale. C'est quoi le module d'élasté d'une microfibrille? C'est dans les... Moi j'ai dans la tête 120 gigas, quelque chose comme ça, quoi. Et donc ça reste crédible. Une deuxième question, oui. Ouais. Alors, c'est une erreur de ma présentation. Quand je vous ai présenté la QG, sur sa carte d'identité, ce qui est écrit en gros, c'est qu'elle n'a pas de lignine, en fait. C'est une de ses particularités fortes. Alors, certains ont trouvé des traces de lignine, etc. Quand on va chercher de la diversité tropicale, on se rend compte qu'il y a des gradients. Mais là, sur le peuplier, essentiellement, que j'ai montré, ou le chêne, le hêtre, enfin, la plupart des espèces tempérées, il n'y a pas de lignine du tout dedans. Oui, une dernière. Francis, vas-y. Est-ce qu'on pourrait modéliser le redressement de la tige en fonction de la quantité de QG qu'on observe dans une coupe anatomique? Alors, sûr, on n'est jamais sûr. Il y a quand même des gens qui font des manips où ils modifient, où ils arrivent à faire des trucs qui sont censés savoir faire de la QG puis qui n'y arrivent plus parce qu'on a un peu touché des trucs dedans et ils n'arrivent plus à se relever, par exemple. Par contre, pour ce qui est du calcul inverse, c'est-à-dire quantifier les QG pour regarder combien ça se redresse, c'est quand même super facile d'observer le redressement et super galère de compter des QG. Donc moi, je partirais pas sur ce plan-là, quoi.